Bonjour à tous. Alors moi je vais essayer de vous apprendre un peu ce que c'est le monde de l'unpacking. Le but du jeu c'est débroussailler un peu ce que c'est et pas que vous deveniez des experts. Le but du jeu c'est vous montrer certaines techniques utilisées et comment les contrer. 45 minutes c'est trop court pour pouvoir faire une vraie conférence dessus à mon avis, et le but du jeu c'est plus de s'entraîner après si ça vous intéresse, et je suis ouvert à toutes vos questions. Donc, alors, dans mes talks précédents, j'avais parlé de méthodes d'anti-debugging sous Windows. Donc le but du jeu c'est de continuer dans cette lancée et de parler d'unpacking, parce que ça se touche, disons. Donc l'unpacking c'est utilisé dans les processus malicieux, donc tout ce qui est malware, et aussi dans les jeux vidéo, donc les protections pour pas que vous puissiez faire des cracks facilement, disons. Mais c'est toujours possible. Le but du jeu c'est de partager mes connaissances avec vous aujourd'hui, et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est vachement fun, vous allez voir. Alors, on va commencer par le commencement, donc une petite définition de ce qu'est un packer en fait. Alors le but du jeu en fait d'un packer à la base c'est de compresser un exécutable. Lorsque vous allez vouloir le distribuer par exemple sur internet ou autre, le but du jeu c'est que votre exécutable il soit un minimum petit. Comme ça le téléchargement il ira beaucoup plus vite par exemple. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va fabriquer un algorithme de décompression. Donc ça peut se baser sur zip, n'importe quoi, enfin des algorithmes type LZ. Et le but du jeu c'est de rajouter à cet exécutable qui existe déjà du code qui va le décompresser. Donc pour ça en fait c'est un stub. Donc un stub qu'est-ce que c'est? C'est juste un bout de code qu'on va rajouter à notre exécutable. Donc en fait du point de vue de l'utilisateur ça se voit pas. Vous cliquez sur un exécutable, vous vous dites pas il est compressé. Tout va se faire en mémoire, il va se décompresser en mémoire à l'aide de ce stub. Donc pour vous cliquez sur un exécutable, il se lance, vous voyez rien de ce qui se passe, mais en fait il y a toute une machine derrière qui fait que ça se décompresse en mémoire et on va redonner la main à l'exécutable original. Donc le but du jeu c'est de coupler un exécutable avec ce stub. Donc au final vous avez plus qu'un exécutable en lui-même. Donc pour ça en fait ce qu'on va changer c'est l'entry point. Donc l'entry point d'un exécutable c'est le point d'entrée, c'est-à-dire les premières instructions qui vont être exécutées d'un programme. Donc le but du jeu ça va être de changer ce point d'entrée et lui donner la main au niveau du stub de décompression. Donc on donne la main, il va décompresser l'exécutable, et une fois qu'il aura décompressé, il redonne la main au vrai point d'entrée du programme, quoi. Donc c'est ce que je dis, c'est on l'unpack et on donne le transfert à lui, à l'original entry point. Donc c'est des outils qui existent par exemple depuis DOS, on verra pourquoi, et ça existe dans les environnements Microsoft Windows et sur Linux, macOS ou autres. Alors ça peut être très bien des outils comme en ligne de commande ou avec des GUI où on peut choisir des options par exemple, etc. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Donc les bénéfices, donc c'est ce que je disais, c'est que quand vous allez vouloir distribuer un exécutable, vous allez gagner de la place grâce à ça. Bon, quand vous vendez un produit sur internet, c'est plus facile à un utilisateur de télécharger un truc qui fait quelques mégas plutôt que quelques dizaines de mégas, entre autres. Lorsque votre kernel va le charger en mémoire, ça prendra moins de temps aussi. Mais c'est un désavantage parce que lorsqu'il sera en mémoire, il faudra qu'il se décompresse. Donc du coup, il y aura un temps d'exécution plus long, le temps que ça se démarre. Le but aussi, c'est de pouvoir empêcher des reverse engineering, de regarder comment fonctionne votre programme. Si par exemple Pierre ce matin a parlé d'IDEA, donc un désassembleur, si je veux ouvrir mon exécutable dans IDEA, le code il sera compressé ou chiffré, quoi. Donc je pourrais pas l'étudier simplement. Donc ma cible, si je veux pouvoir l'étudier en faisant du reverse engineering, va falloir que je l'unpack et que je la reconstruise. On va voir tout ça au fil de cette présentation. Donc les désavantages, c'est que tout a un prix. Le problème, c'est que j'ai dit qu'on ajoutait une petite portion de code qui va se charger de décompresser ou de déchiffrer un exécutable. Donc ce stub, donc ce petit bout de code qu'on rajoute, parfois il peut être détecté par des antivirus. Donc du coup, ça donne des faux positifs. Sur certaines signatures, vous savez que les antivirus, ils marchent par signature, et ils vont détecter un certain pattern et ils vont pas être contents. Typiquement parce que les malwares, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent tellement ça que ça apporte des faux positifs. Donc après, ce que je disais, c'est que en mémoire, ok, on va le charger plus vite en mémoire, notre OS va le charger plus vite en mémoire, mais ça va prendre plus de temps à être exécuté.
Donc ça aussi c'est une perte de temps. Un exemple typique, c'est que vos jeux, lorsqu'on les unpack, leur temps de lancement ils sont divisés par 100, facile. Ce qui est aberrant. C'est pour ça que vos jeux ils mettent du temps à se lancer, c'est parce qu'ils utilisent des saloperies qui font qu'en plus parfois ça marche même pas et vous arrivez sur un BSOD. Mais bon, c'est pas là la question. Et les désavantages aussi, c'est que une fois que c'est décompressé ou déchiffré en mémoire, c'est en mémoire. Votre processus il est encore existant. Votre jeu est en train de tourner, votre malware tourne en mémoire, et vous, ce que vous pouvez vous dire, c'est je vais dumper la mémoire et j'aurai mon exécutable, et donc je pourrai l'étudier. Mais sauf que ça marche pas vraiment que comme ça. Il va falloir pouvoir reconstruire tout le binaire en entier. Donc pour ça, je vais expliquer toutes les démarches à suivre. En fait, depuis tout à l'heure, je parle de Packer, mais on fait souvent un amalgame entre Packer et Protector. Donc durant la conférence, je vais parler de Packer, mais il faut voir la chose comme Packer et Protector. Donc en fait, les Protectors, qu'est-ce que c'est? C'est des dérivés des Packers. Donc pareil, ils vont se charger de compresser ou chiffrer un exécutable. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter des tricks d'anti-debug, ou le fait que l'exécutable ne puisse pas être construit de façon simple. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir dumper depuis la mémoire l'exécutable, il aura du mal à le réexécuter par la suite. Donc le but du jeu, c'est vraiment les empêcher de faire ça. Donc le problème, c'est que ces protecteurs, ils ajoutent beaucoup de code. Donc du coup, tout à l'heure, je parlais de compression. Donc un packer à la base, ça compresse, mais un protecteur, ils ajoutent tellement de code que parfois, le binaire, il devient plus gros. Ce qui est un peu débile du coup. Enfin, c'est bon, bref. Souvent, en fait, quand on parle de processus malicieux, des packers, c'est en fait des protectors. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment se protéger pour pas qu'on puisse les étudier. Donc pour la suite, je dirais packer de ma présentation, mais c'est vraiment, je lis un packer avec un protector. Voilà. Comment ça se passe de savoir comment je puisse détecter qu'un binaire est packé? Donc en fait, on va marcher un peu comme des antivirus. Enfin, pas vraiment, parce que eux, ils se basent sur des signatures avec des algorithmes de hachage. Mais là, on va se baser sur des séquences d'opcodes. Donc des opcodes, c'est des suites, c'est des suites d'opérations assembleurs qui sont représentées en mémoire sous forme d'octets. Et à partir de ces signatures, on pourrait se dire, ah mais tiens, là par exemple, j'ai une sauvegarde de registre, puis j'ai un jump relatif de 6, et ah tiens, ça je sais que c'est par exemple UPX. Enfin, UPX par exemple, c'est un packer. En fait, on va détecter des séries d'opcodes et se dire, cette chose je la connais, enfin dans une database, je sais que ça appartient à tel packer ou tel protector. Donc il y a des détections qui se passent comme ça. Ensuite il y a des tags. Les tags, c'est ce que j'appelle, c'est comme si vous faisiez la commande strings sur votre binaire. Vous allez retrouver des chaînes de caractères. Donc typiquement, je sais pas, par exemple UPX, tout à l'heure je parlais de ça, le nom des sections. Donc les sections d'un exécutable, c'est comme les sections dans un elf ou quoi. Il va les renommer en .UPX et .UPX1. Voilà. Bon. Je sais pas, par exemple, Securom, qui est un packer protector, pareil, lui, il va appeler une section .securom, là où tout va y avoir son travail pour décompresser, déchiffrer le binaire. Donc on peut se baser aussi là-dessus pour pouvoir détecter. Et donc il y a des heuristiques additionnelles aussi, on pourrait se baser sur le fait que l'entry point a été modifié. Donc tout à l'heure j'ai dit que l'entry point, on va le modifier pour pouvoir aller sur le stub de décompression ou de déchiffrement, puis redonner la main sur le vrai point d'entrée du programme. Donc par exemple, on pourrait se dire, tiens, l'entry point, il est dans une section qui est pas la première section de code de mon exécutable. Donc il y a quelque chose de pas logique. Enfin, aucun compilateur ne vous ferait ça normalement. Il y aura qu'une section de code, jamais vous aurez deux sections de code. L'import table, j'en parlerai tout à l'heure. Par exemple, elle a une position qui est complètement random, ou alors même elle est vide. On verra ce que c'est. Il y a la présence d'API de type load library, donc qui permettent de charger une librairie dans un processus. Donc typiquement, je veux charger user32.dll, je vais faire load library user32.dll et ça va me charger dans la mémoire de mon processus et je pourrais appeler des fonctions par exemple. Et ensuite l'API getProcAddress qui permet à partir d'un module, donc de l'adresse où il a été chargé, de récupérer une fonction qu'il exporte. Voilà. Ensuite on a les TLS, donc les Thread Local Storage, donc j'en parlerai aussi tout à l'heure. Et aussi, en fait, ils ont des engines parfois de disassembly où en fait ils vont regarder le code et l'évaluer. Et s'ils voient qu'il y a du code qui fait n'importe quoi, par exemple si vous avez compressé ou chiffré du code, le code il plus rien dire.
enfin, ça ressemblera à rien et vous pourrez vous baser là-dessus pour vous dire ce code il est compressé ou chiffré, pourquoi il sera exécuté. Enfin, ça veut rien dire cette suite d'instructions. Ensuite, le fait qu'il laisse des signatures, les packer protectors, c'est le fait qu'ils puissent pas se reprotéger. C'est comme si je vous prenais l'exemple de je vais mettre un zip dans un zip dans un zip dans un zip. Mais non, ça marche pas comme ça, les gars. À un moment, on pourra plus compresser. Donc c'est à peu près la même idée. Et juste pour la petite information, c'est aussi comme ça qu'on peut détecter avec quelle version de compilateur ça a été un binaire a été compilé. C'est grâce à des signatures comme ça qu'on peut se dire ah bah tiens, celui-là c'est un Borland C++, un truc vieux de la terre, ou celui-là c'est un Visual Studio 2007, etc. Donc dans les tricks d'anti-detection, donc le but ça serait de pas se faire détecter. Ça serait de remplacer des instructions, par exemple. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se basait sur une suite d'opérations, sur une suite d'opcode. Donc, le but, ça serait de remplacer des instructions. Par exemple, pour setter un registre à 0, on peut faire un move EAX0, on pourrait le XORer à lui-même, on pourrait le soustraire à lui-même. En changeant ça, vous pouvez déjà enlever la détection de la série d'opcode. Ensuite, on pourrait rendre du code polymorphe. Donc, polymorphe, c'est la mutation du code. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais générer quelque chose, mon stub de décompression, j'utiliserai pas les mêmes registres. Enfin, le code ne sera pas du tout de la même façon. Mon contrôle frollo sera à peu près pareil, mais j'utiliserai pas les mêmes registres ou j'utiliserai pas les mêmes valeurs, etc. Et juste pour la petite anecdote, le métamorphisme, quelque chose qu'on n'entend pas trop parler parce qu'il n'y a pas trop d'engine open source, disons, c'est la mutation carrément de l'exécutable en lui-même. Voilà, par rapport au polymorphisme, qui est lui la mutation du stub, alors que le métamorphisme c'est du stub plus de l'exécutable. Donc alors il existe des outils pour détecter, donc PE Identifier, Protection ID et RDG Packet Detector, truc que j'utilise même pas, et plein d'autres. Bon voilà, bon bref. Et ça, il se base sur ce que j'ai dit juste avant, sur un peu toutes ces heuristiques, toutes ces choses pour pouvoir vous dire ah oui, je reconnais tel packer ou tel protector. Donc, j'ai parlé d'import table tout à l'heure. Donc en fait, je vais expliquer d'abord comment ça marche un peu un binaire sous Windows. Lorsque vous faites appel à des fonctions d'une API, donc, par exemple, j'appelle la fonction createFile. CreateFile, c'est une API qui appartient à la DLL kernel32.dll. Mon binaire, quand je vais le charger en mémoire, il sait pas où est, à quelle adresse est située la DLL kernel32.dll. Donc le but du jeu, c'est la résolution des imports qu'on appelle. Donc des imports, c'est des fonctions qu'on importe d'une DLL. Donc le but du jeu, c'est d'aider le loader de Windows lorsqu'il charge un binaire à lui dire, j'aurais besoin de telle fonction, il va falloir que tu me résous l'adresse. Donc voilà, moi j'ai demandé createFile, il va me remplir un endroit dans mon binaire, oui, elle est à tel endroit. Parce que les DLL, en fonction des versions des systèmes d'exploitation, elle va changer d'une à l'autre. Donc on pourra jamais savoir se dire je sais que c'est à tel offset de ça. Non, ça marche pas comme ça. Il va falloir que le loader il soit assez à peu près intelligent. Donc pour ça, on a l'import table qui se situe dans notre header. Donc on a un tableau de data directory avec une entrée. Donc l'image directory entry import, donc qui est un define à 1, donc c'est la première entrée c'est la deuxième entrée parce que ça commence à 0 de notre data directory, et ça pointe sur une structure de type image import descriptor. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un image import descriptor? C'est une entrée pour chacune des DLL dont on a besoin. Donc un original first func, c'est un pointeur sur un tableau qui va contenir un numéro, parce qu'une API en fait ça peut être désigné par un numéro et un nom. Tout à l'heure j'ai parlé de createFile, bon je connais pas son numéro par cœur, mais je dirais numéro 138 et son nom c'est createFile. Ensuite on a un timestamp, donc ça on s'en fout, c'est la date, ça sert à rien. Forwarder chain, c'était dans les vieux linkers de Windows qu'ils utilisaient ça pour faire une liste chaînée, ça sert à rien. Ensuite le nom de la DLL, donc dans mon cas c'était kernel32.dll, donc c'est un pointeur vers une chaîne de caractères. Et les first func. Les first func, ça va être un pointeur vers une zone mémoire de mon exécutable où le loader va résoudre toutes les API dont j'aurai besoin. Donc, le first func en fait c'est un pointeur vers l'import address table, donc l'IAT. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsque mon loader Windows charge un binaire? Il va parser mon import table et voir
Ah ben j'ai besoin de kernel 32.dll. Pof, je vais la charger en mémoire. Je sais qu'elle est à telle adresse. Je sais que tu m'as dit que tu avais besoin de create file. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer dans le first func ton adresse de create file pour que tu puisses l'utiliser toi plus tard. Donc en fait, dans mon exécutable, quand j'ai des calls vers une API, par exemple, là, ADDR, il pointera sur mon first func qui sera create file. Ou un JMP ADDR, enfin dans les deux cas ça marche. Ou alors dans le cas d'optimisation, par exemple, quand deux fonctions sont appelées à la suite, ce qu'ils font les compilos, c'est qu'ils vous mettent l'adresse du first func dans un registre et ils vont appeler deux fois le registre. Enfin, ils vont appeler, par exemple, je fais un move EDI de create file et je vais call EDI et plus loin je vais call EDI. Voilà, c'est une sorte d'optime pour pouvoir pas aller faire un déréférencement à chaque fois. Hop. Donc un petit exemple. Donc ce schéma il vient pas de moi, hein, ça vient de Peering Inside the PE, donc qui est sur MSDN. Donc à mon avis c'est la doc qu'il faut aller voir. Donc tout à l'heure je parlais de Original First Func. Alors eux ils appellent ça caractéristique chez eux. Donc en fait ça pointe sur un tableau où on a un tableau de int et de name. Donc un int, un tableau avec des entiers et un nom d'API à chaque fois. Tac 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 tac. Le time stamp, j'ai dit on s'en foutait. Forward version, on s'en fout. Le nom de la DLL là ici dans notre cas c'est user32.dll et on a le first func. Le first func c'est quoi? C'est un tableau d'import d'adresse qui pointe sur la même chose au départ mais qui va être overwrite par le loader. C'est-à-dire que le loader ce qu'il va faire c'est qu'il va aller charger user32.dll, savoir où est cette API et me résoudre l'adresse ici. Donc du coup quand j'aurai un call ADDR que je parlais tout à l'heure, ça va aller chercher l'adresse ici et ça va aller l'appeler. Donc voilà. C'est à peu près tout. Alors, le processus principal pour pouvoir dumper un binaire. Donc là, c'était juste expliquer ce qu'était la tricks de l'IAT pour voir les problèmes qu'on va rencontrer lorsqu'on va vouloir reconstruire un binaire. Mais avant d'arriver à ça, il faut retrouver l'original entry point. Tout à l'heure, j'ai parlé que il y a un stub qui est ajouté. On a changé le point d'entrée du programme pour que ça exécute la décompression ou le déchiffrement du binaire, puis ça donne la main au vrai point d'entrée du programme. Donc le but du jeu, c'est le retrouver. Si moi je veux unpacker un binaire, bah j'ai plus envie que ça le décompresse. Je veux que direct je clique dessus, ça me l'exécute. Donc le but du jeu c'est de retrouver le point d'entrée original. Donc il y a des méthodes bêtes et méchantes, ça serait tracer le code jusqu'à se dire ah tiens je suis sorti d'une section de code vachement intéressante et bah là je fais un gros saut où ah bah tiens j'ai l'impression d'arriver sur du code qui a l'air légit et qui a pas l'air de faire des XOR ou de la décompression ou autre. Donc je peux me dire ah c'est le point d'entrée. Une autre trick qui existe c'est l'ESP trick. Donc en fait le but du jeu c'est que certains packers ou protectors ce qu'ils font c'est qu'ils sauvegardent l'état des registres avant de modifier le code pour comme ça quand ils vont redonner la main au vrai point d'entrée du programme ils vont restaurer l'état des registres comme le loader Windows les aurait chargés. Donc le but du jeu c'est qu'on peut trouver des push par exemple de tous les registres, donc des push AD qui sont là des instructions par exemple pour sauver tout l'état des registres. Et le but du jeu ça serait de poser par exemple des hardware breakpoints, des memory breakpoints sur la valeur de SP et se dire que quand il va vouloir sauter sur le point d'entrée le vrai point d'entrée, il va restaurer l'état des registres et du coup moi ça va me lever une fault parce que j'aurais mis un memory breakpoint sur mon ESP et du coup à partir de ce moment-là je pourrais retrouver l'ESP. Bon ça marche pas dans tous les cas. Ensuite on peut utiliser des API type Virtual Protect qui permettent de changer les droits sur une page, les protections, donc dire si la page est en lecture, on puisse écrire dessus, on puisse l'exécuter. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que par exemple, si on enlève les droits d'exécution sur la page, lorsque le programme va vouloir sauter sur le vrai point d'entrée, ça va lever une fault parce que la page elle est pas exécutable. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire ça a levé la fault à cet endroit-là, ça peut être l'entry point. On a aussi des systèmes de type guard page. Donc en fait, c'est des faults qui vont être levés une fois à chaque fois on va avoir un handler d'exception qui va être appelé à chaque fois qu'on accède à une page. Il faudra le remettre. Donc ça c'est pareil, là on pourra carrément suivre ce que fait le packer, c'est-à-dire savoir là il est en train de déchiffrer, là il fait une lecture, là il fait une écriture, là il essaye d'exécuter. Donc on pourra vraiment tracer le code et retrouver l'original entry point.
Et la dernière truc, c'est utiliser des exceptions. Donc il y a certains packers protectors. Ce qu'ils font, c'est que ils ont plusieurs layers. Donc par layer, j'entends stage de déchiffrement ou de décompression. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils lèvent une fault, enfin une exception. Donc typiquement, ils font une interruption ou autre. Et ça nous aide à nous guider pour nous dire ah ben je suis à telle étape du truc. Je vais bientôt arriver à l'entry point. Bon. Ensuite, donc maintenant on a trouvé notre entry point, on va vouloir dumper notre PE, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Donc il va falloir qu'on change le vrai entry point, c'est-à-dire le faire pointer vers l'original, celui du binaire qu'on a compressé ou chiffré. Il va falloir qu'on fixe notre IAT, donc ce que je parlais tout à l'heure, donc pour que les API qu'on a résolues puissent être appelées correctement. Par exemple, ce qu'il peut faire aussi, c'est changer les caractéristiques des sections. S'il faut, à la base, mon binaire, quand il s'est lancé, la section de code, elle n'était pas exécutable. Et au moment de la décompression ou du déchiffrement, lui, ce qu'il s'est dit, il a fait « Ah ben je vais changer la protection, comme ça quand le mec il va le dump, bah sa section exécutable, elle sera readable writeable, mais pas exécutable, du coup, ça se lancera jamais. » Donc ça aussi. Et beaucoup plus quand on a plein de protections qu'on va voir. Et là, la partie la plus importante, donc c'est la reconstruction des imports. Donc en fait, la plupart des packers protectors, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent carrément la table des imports. Donc là, tout à l'heure, j'ai expliqué que le loader Windows, il en a besoin pour dire, bah, j'aurais besoin de charger tel DLL, de résoudre telle adresse pour que mon programme puisse les appeler. Le problème, c'est que parfois, ils la détruisent, cette table d'import, et c'est à vous de la reconstruire. Donc premièrement, ce qu'il va falloir fixer, c'est dans le header du PE, où est-ce qu'elle est située, cette table. Et ensuite, avoir notre liste chaînée d'images import descriptor qui se termine bien par un nul, parce que ça c'est Windows qui le veut, ça marche comme ça. Et avoir les champs original first func, donc ça c'est notre pointeur que je rappelle sur les func data, c'est-à-dire un numéro et une strings du nom de l'API. Le first func qui pointe sur la même chose si on veut, ou sur une autre zone mémoire où il va résoudre les adresses, et un nom. Voilà, ça, le reste, en fait, on s'en fout, on peut même le mettre à nul, ça lui passera. Donc, je vais parler de donc là, ça paraît en fait plus simple que ça en a l'air, mais pourtant c'est pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, pour beaucoup de protections que j'ai étudiées, j'ai eu beaucoup de code à écrire souvent et des outils à écrire. En fait, il y a beaucoup de techniques. Donc les premières techniques, c'est de l'anti-dump. Donc c'est pour pouvoir vous empêcher de dumper la mémoire du process ou pouvoir carrément le distribuer. Le but du jeu, par exemple, dans les jeux vidéo, vous, ce que vous voulez, c'est si vous réalisez un crack, vous allez vouloir le partager avec vos amis. Sauf que vos amis, est-ce que ils ont le même PC que vous? Non. Enfin, ils ont peut-être pas le même processeur et tout. Donc en fait, il y a une trick qui est assez marrante, c'est que l'instruction CPU-ID, elle sert à récupérer des informations sur votre processeur. Donc en fait, au moment dans le stub de décompression ou de déchiffrement, ce qu'ils vont faire, les protectors, c'est qu'ils vont exécuter cette instruction et récupérer le résultat. Et en plein milieu du vrai exécutable, enfin du binaire qui a été compressé ou chiffré, ils vont la réexécuter, cette instruction, et regarder le résultat. Et logiquement, si vous avez pas fait gaffe, ça va pas matcher. Je veux dire, par exemple, si j'ai réalisé un crack, donc je suis sur un Intel, je le passe à un mec un CPU AMD, la comparaison sera fausse. Le binaire, il verra que on a enlevé la protection, qu'on a décompressé le truc et qu'on l'a dumpé, et ça va faire la gueule. Donc pareil, il y a d'autres techniques, ça serait la création de mutex. Donc pareil, dans le step de décompression et de déchiffrement, on va créer un mutex, et au sein du programme compressé, on va regarder si ce mutex existe, oui ou non. Donc ça pareil, il va falloir le vérifier. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils se protègent, c'est que leur propre code de décompression, ils le décompressent aussi ou ils le déchiffrent, et ce qu'ils font, c'est qu'ils le délètent une fois qu'ils rendent la main au programme. Donc comme ça vous empêche de pouvoir l'étudier. Donc si vous êtes fan de vouloir étudier des algos de compression ou de chiffrement, eux ils le délètent, comme ça vous, quand vous dumpez la mémoire, hop, le truc n'existe plus, vous pouvez pas l'étudier. Ensuite, ce qu'ils peuvent faire, c'est aussi des modifications dans le header du PE. Par exemple, si vous avez 4 sections, donc une section de texte, une section de data, une section de raw data et une section de ressources.
Eux, ce qu'ils pourraient faire, c'est carrément vous dire que, en fait, vous avez 20 sections. Donc, quand votre loader de Windows va vouloir charger un binaire, il va faire ah mais il y a 20 sections. Ah mais non, il n'y a pas 20 sections. Ah bah non, je charge pas ton truc. Ce genre de bêtises. Ou alors ah tiens, la size de l'image en mémoire elle fait telle taille et eux ils vous mettent une size de -1 et vous faites pas gaffe, vous dumpez, vous essayez d'exécuter. Non, ça marchera pas. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ah oui, en fait, ce qu'ils font aussi, c'est tout à l'heure je parlais de guard page. C'est ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent des protections sur leur page à eux-mêmes de l'exécutable. C'est-à-dire que des exceptions vont être levées quand vous allez vouloir accéder à la mémoire. Et ils vont regarder, mais qui c'est qui essaye d'accéder à la mémoire? C'est moi-même, le processus même, ou c'est un processus extérieur qui essaye de récupérer ma mémoire. Et dans ce cas-là, en fait, il va vous donner l'accès, oui ou non, ou carrément delete son code, ou enfin tout ce que vous voulez, quoi. Tout à l'heure, je parlais de TLS callback, enfin de TLS tout court. En fait, le thread local storage. Donc en fait, c'est des choses qui peuvent être exécutées avant qu'on donne la main au vrai point d'entrée d'un programme. Donc par exemple, lorsque vous avez des threads ou autres, c'est du code qui va initialiser vos threads en gros. Donc en fait, c'est du code qui va être exécuté avant d'arriver sur votre vrai point d'entrée. Donc ce qu'ils peuvent faire dans ces cas-là, c'est de la détection de débugger. En fait, avoir leurs stubs qui sont stockés là-dedans. Donc vous voyez rien parce que souvent quand vous utilisez des debuggers, vous pensez pas à ce genre de bêtises de TLS callback et vous allez vous faire avoir. Vous allez vous dire ah je suis arrivé sur le truc, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Enfin, alors qu'il faut bien breaker au bon endroit. Et s'il faut, ils ont mis des hooks en place sur certaines API. Vous avez rien vu. Enfin, vous pouvez vous faire avoir facilement. Donc c'est des choses à guetter. Les stolen bytes, c'est des belles saloperies. En fait, donc dans des packers protectors, ce qu'ils font, c'est que, donc comme je disais, je me répète, je radote, mais donc ils décompressent, ils déchiffrent tout ça et ils rendent la main vers le vrai point d'entrée. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rendre la main, mais parfois vers le point d'entrée plus 10 instructions plus loin. Et genre les 10 instructions avant, vous les verrez pas. Enfin, vous les verrez, mais dans leur stub de décompression, ils vont les exécuter au fur et à mesure, et ensuite ils vont sauter sur le vrai point d'entrée. Donc du coup, vous allez dire, ah ça y est, il a sauté sur le point d'entrée, ah je dump, et là vous exécutez, hop, ça c'est fault, vous faites mais pourquoi et tout. Et en fait, c'est parce qu'ils ont retiré ces 10 instructions et ils les ont mis ailleurs. Et vous avez pas vu qu'elles se sont faites exécuter. Donc le but du jeu, c'est que vous allez devoir tracer leur code pour savoir qu'est-ce qu'ils ont piqué comme instruction pour pouvoir les restaurer. Donc ça c'est assez vicieux et parfois même ça se passe même pas au point d'entrée, ça se passe beaucoup plus loin et genre vous allez sauter dans des zones de mémoire allouées et c'est dans ces zones de mémoire allouées que ces opcodes vont être exécutés, enfin ces instructions volées vont être exécutées et du coup vous quand vous dumpez la mémoire, vous allez pas vous dumpez la mémoire du process, pas la mémoire, enfin pas tout ce qui est la mémoire allouée. Si vous dumpez toute la mémoire allouée, vous allez vous retrouver avec des binaires de 120 mégas. Oh lol, je distribue mon crack, 120 mégas. Attendez, voilà. Voilà. Ouais, ok. Bon. Donc les API redirection. Donc tout à l'heure, je parlais que donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On avait dans notre IAT. Donc notre loader Windows, ce qu'il fait, c'est qu'il a des calls à DDR et hop, ça appelle une API, par exemple create file. En fait, ce qu'ils font aussi les protectors, c'est que en fait cette API elle va être remplacée par une routine qui va être chargée en mémoire. Donc en fait, à la base, dans mon binaire normal, imaginons en fait là j'avais user32 enum display settings A. Je sais pas ce qu'elle fait cette API, mais bon c'est pas grave. À la base j'avais cette adresse là, mais en fait mon binaire quand je le décompresse, enfin quand je le regarde, je le débug, ce que je me rends compte c'est que ça saute vers une zone de mémoire allouée et ça me push des valeurs et ça appelle une routine. Cette routine elle va là et ce qu'elle fait en fait c'est du code qui va être complètement obfusqué, donc vous allez passer 2 heures à écrire un script IDC parce que c'est tellement mal documenté que vous galérez. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait que c'est une fonction qui va résoudre en fonction de l'endroit où vous avez été appelé, quelle API je dois appeler. Donc typiquement, ce que vous allez devoir faire, c'est reconstruire pour chacun des API appelés vers une zone de mémoire allouée, savoir quelle API en fait il résout. Donc en fait, ce qu'il faut savoir sous Windows, c'est que quand vous chargez une DLL en mémoire,
La DLL, elle est entière, c'est-à-dire que vous avez encore le header, vous pouvez la parser en mémoire. Donc le but du jeu, c'est que vous savez que user32.dll elle est chargée en 7C0000. Donc vous allez retrouver le header, vous allez pouvoir la parser, récupérer la table des exports. Donc les exports, c'est les fonctions qu'elle exporte, et récupérer les fonctions comme ça. Eux, c'est comme ça qu'ils font, hein, à chaque fois, pour chaque appel. Donc c'est très coûteux. C'est pour ça que vos jeux aussi, quand ils sont NPAC, ils tournent beaucoup mieux. Pour chaque appel, donc ça rappelle là, et vous allez devoir savoir ce que ça résout. Et donc, j'en suis pas encore là. Donc il y a encore d'autres bêtises dans les API redirection. Donc c'est carrément, ils vont sauter en plein milieu de l'API. Donc là, par exemple, ça m'a résolu un symbole donc dans user32 enum display settings, et par exemple là mon debugger OliDBG, il arrive à me le résoudre le symbole parce que je suis sur son point d'entrée. Mais ce qu'ils font parfois, c'est que tout à l'heure je disais que dans des zones mémoire allouées, ils exécutent des instructions qu'ils ont volées. Et ces instructions qu'ils ont volées, ils le font aussi parfois pour des API. C'est-à-dire qu'ils vont prendre par exemple les trois premières instructions de l'API, enum display settings A, et ils vont la coller en mémoire. Donc ils vont résoudre l'adresse, ils vont exécuter ces trois trucs, et ils vont sauter après ces trois instructions. Donc vous, quand vous allez résoudre l'API, vous allez vous retrouver à enum display settings plus trois instructions. Donc vous, quand vous allez vouloir reconstruire le binaire, il va falloir que vous alliez récupérer, vous rendre compte que des instructions ont été volées et que c'est bien l'API, celle-là, qui a été appelée. Voilà. Alors il y a d'autres techniques qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont charger carrément la même DLL mais dans une autre zone mémoire. Donc typiquement, j'ai dit qu'on pouvait utiliser des API type load librairie, mais on pourrait aussi carrément mapper à la main une librairie, faire les relocs à la main et faire croire à l'utilisateur qu'on utilise un truc legit alors qu'en fait on utilise une autre DLL. Donc vous, comme un idiot, vous allez faire je vais poser un breakpoint sur cette API. Sauf qu'en fait, par exemple, l'API createFile, je pose un breakpoint, et en fait, il va appeler le createFile d'une DLL qu'il a loadé lui-même à la main et que vous voyez pas. Et du coup, vous allez vous faire avoir. C'est assez marrant. Donc, les solutions pour pouvoir contrer l'API redirection. Donc, il y en a pas 500 000. À mon avis, la seule et la meilleure, c'est l'injection de DLL. Donc, le but du jeu, c'est de s'injecter dans ce propre processus et d'exécuter les routines. Donc par ça j'entends, c'est-à-dire ce que je vais faire, c'est que je vais scanner une section de texte, donc une section de code, rechercher tous les calls des WordPTR, donc c'est-à-dire un déréférencement sur soi-disant mon IAT, donc mon import address table, et me dire l'adresse que je résous là, elle pointe sur une mémoire allouée. Et donc je peux me dire mais oui, ça va me résoudre une adresse. Bon. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais scanner ma section texte pour chercher un call des WordPTR ou un JMP des WordPTR ou un move registre et un call registre. Checker si c'est dans une zone mémoire allouée ou non, donc comme ça pour savoir ou non. Est-ce que c'est une API ou non, enfin est-ce que c'est déjà résolu ou non. Et le but du jeu, ça va être venir se placer ici, placer un hook et à la place du ret, retourner sur notre code à nous et nous dire en fait cette adresse qui résout là, au lieu que ça pointe là, ça pointera directement là. Comme ça, vous, quand vous allez dumper et vouloir reconstruire la table d'import, ça fera tout le travail pour vous. Voilà, faire semblant d'appeler, c'est-à-dire que par exemple je pourrais lancer un thread qui va directement là et du coup ça va me le résoudre, ça passe chez moi, hop, je remplace l'adresse et c'est tout bénef. La technique c'est use against himself, donc c'est-à-dire que vraiment désolé de l'expression mais on lui met dedans, voilà, on l'utilise contre lui-même, c'est-à-dire que ils ont voulu une carotte, on les carotte. Voilà. Alors, dans les dernières choses que j'ai étudiées, donc c'est les nanomits. Donc c'est d'autres techniques aussi utilisées par des protecteurs. Donc le but du jeu ici, c'est de remplacer tous les sauts conditionnels, donc les JCC. Donc typiquement JZ, JMP, JNZ, JE, JG, JE. Bon, il y en a une grosse liste, sinon on est voilà jusqu'à ce soir. Le but du jeu, c'est de remplacer toutes ces instructions par des int3, donc qui sont des interruptions de debugger software, donc l'opcode 0xCC. Et le but du jeu, c'est qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer deux processus. Un père qui va débugger son fils.
Donc en fait, le père, lui, est un soi-disant processus légitime, et le fils, en fait, lui, est le processus qu'on veut, on veut le dumper, mais lorsqu'on va le dumper, tous les sauts conditionnels vont être remplacés par des int3. Donc lorsqu'on va vouloir lancer le fils tout seul dans un coin, le père ne sera plus là pour récupérer les 0xcc et de redonner la main. En fait, comment ça se passe, c'est que le père, il débug le fils il fait une comparaison, et là j'ai un saut conditionnel. Mon saut conditionnel a été remplacé par un 0xcc, donc par une interruption breakpoint. Donc mon père va être notifié que j'ai une interruption de type breakpoint, et il va dire ah oui, cette exception elle s'est faite à tel endroit dans mon fils. Ah, je sais que en fonction du flag Z, je déplace son EIP donc son pointe. Voilà, bon, son PC de 2 ou je lui mets pas 2 quoi. Enfin, je lui rajoute 2 ou je lui mets pas 2. Donc les solutions pour contrer ça, enfin pour reconstruire ça serait débugger le père qui débug le fils. Mais sauf que ça marche pas comme ça, parce que votre débugger, lui il va catch les exceptions que le fils allait donner au père. Donc le but du jeu, c'est encore une fois s'injecter dans les processus et par exemple de monitorer toutes les API de type wait for debug event. Donc wait for debug event, c'est un truc qui attend dans le vide jusqu'à ce qu'un event de type breakpoint ou access violation, lorsqu'on accède à une page foireuse, se lève. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi s'injecter dans le fils, scanner tous les 0xcc et à chaque fois monitorer, lancer un thrud sur chacun des 0xcc par exemple, vouloir l'exécuter et regarder comment le père réagit. Et en fonction de ça, donc on va faire du reverse, on va faire de l'étude comportementale sur comment le père réagit lorsque j'exécute le 0xcc qui a une adresse random dans le fils. Et avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer par exemple une table de vérité et voir où est-ce qu'on prend le saut, oui ou non. Par exemple, je vais fabriquer une table de vérité pour dire quand j'avais le 0 flag, je me suis déplacé de +2 dans mon fils, alors que quand je l'avais pas, j'avais 0. Quand j'avais le carry flag à 1, il s'est rien passé, etc. Et à partir de ça, je suis capable de reconstruire l'instruction qui a été volée. Alors il y a d'autres protections. Elles, ce qu'ils ont fait, c'est même pas, ils ont remplacé des JCC, ils ont carrément remplacé des opcodes. Donc typiquement des opcodes, je sais pas, genre des XOR EAX, des move, n'importe quoi. Et ce qu'il fait le phaser, c'est qu'il regarde, ah oui, l'exception elle s'est passée à tel endroit, j'émule dans le fils que j'exécute telle instruction et je lui rends la main. Sauf que ces idiots, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ça bouffe beaucoup de perf de lancer beaucoup d'exceptions comme ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait si ce 0xcc il est levé plus de 20 fois, on restaure les instructions. Donc vous êtes intelligent, vous allez voir le père, vous vous injectez dedans, vous lui dites cette exception ça fait 20 fois qu'elle s'est lancée, et du coup ça vous le restaure gratuitement. Voilà, c'est use against itself encore une fois, hein. Et juste pour terminer, les triggers, qu'est-ce que c'est? C'est des protections. Donc souvent, lorsque vous achetez des protecteurs pour des jeux ou quoi, on va vous fournir un SDK en fait. Un SDK où vous allez pouvoir mettre du code au sein de votre propre code pour générer des bugs. En fait, le but du jeu, c'est générer des problèmes au sein du jeu pour détecter si la protection a été enlevée ou non. Donc tout à l'heure je parlais de type de protection, genre des mutex ou des instructions de type CPU-ID qui sont exécutées pour voir si on n'a pas enlevé la protection. Eux, ce qu'ils font en fait, c'est que tout à l'heure je disais que quand j'exécutais là, ça devait arriver sur user32, donc je l'avais remplacé. Sauf qu'en faisant ça, ce que je me suis pas rendu compte un jour, c'est que ça me l'exécutait, ça allait sur user32, et en fait en passant par ici, ça m'a changé l'état de ma stack, c'est-à-dire au lieu de retourner à test EAX par exemple, bon là c'est foireux dans ce cas, ça retourne sur l'instruction d'après. Donc moi quand je vais résoudre l'API, je vais appeler user32 et ça va retourner sur test EAX. Et en fait en fonction de ça, ils sont capables de détecter si on appelle leur routine qui résout l'API ou non. Donc en fait, ils vont souvent modifier l'adresse de retour ou par exemple la valeur de retour d'une fonction. Et en fonction de ça, grâce à leur redirection d'API. Donc en fait, si on leur vire ce code,
ils sont capables de le détecter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les bugs qui vont être générés, c'est des trucs qui vont vous faire chier et vont vous empêcher de jouer. Type, vous aurez des ennemis qui deviendront invincibles. Donc, je vous invite à regarder des vidéos de Serious Sam 3. Donc c'est pareil, ils ont un trigger super puissant où il y a un mob qui pop, il est invincible et il vous empêche de jouer. Voilà. Donc c'est assez marrant. Ensuite, vous avez des bugs de caméra ou de bugs de texture. Le jeu ne ressemble plus à rien. Non, c'est pas un bug du jeu. C'est fait exprès. C'est fait pour vous faire chier, pour que vous arrêtez de release des cracks ou des cracks foireux. Et voilà. Ma conclusion, injecter du code. Non, en fait, il y a une vraie conclusion. Non, c'est vraiment fun l'unpacking. J'espère que je vous ai à peu près intéressé. Le but du jeu, c'est de pouvoir créer ses propres outils. Je vous invite à ne pas utiliser des unpackers, à les coder vous-même. Vous apprendrez énormément de choses. Vous allez vraiment vous amuser. Vous allez être confronté à des problèmes géniaux. Vous allez pouvoir passer des nuits entières à coder des trucs inutiles, mais c'est plutôt génial. Et juste pour finir, dans les protections de jeu, il y a aussi maintenant de plus en plus des connexions internet permanentes. Donc ça nous embête assez. Et il y avait eu un exemple qui était pas mal, c'était Assassin's Creed. Alors je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Et ce qu'ils avaient fait d'assez intelligent, c'est que en fait le jeu devait être constamment connecté à Internet parce que certaines parties du jeu étaient déchiffrées à l'aide d'une clé qu'ils envoyaient sans cesse d'un serveur. Donc en fait, pour les gens qui voulaient release un crack, ce qu'ils devaient faire, c'était finir le jeu pour savoir toutes les clés que le serveur leur envoyait pour pouvoir déchiffrer les bonnes choses, etc. C'est assez marrant, mais bon, du coup, ça fait chier pour les gars qui veulent release des choses. Ils sont obligés de finir le jeu, alors que s'il faut, ils en ont pas envie. Mais bon, c'est comme je reviens sur les triggers. Quand vous réalisez quelque chose, il faut le tester parce que s'il faut, ce genre de bug, ça va arriver et après, vous le refilez aux gens et ils vont vous cracher dessus. J'avais pas fini. Et bien sûr, le fait que même les jeux soient sur Internet et tout, ce qui est dommage, c'est que ça tue le marché des médiathèques ou le marché de l'occasion, et je trouve ça très dommage. Et merci de nous laisser des CD pour qu'on puisse encore s'éclater. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous auriez des questions? Faut pas avoir peur, je mange pas. C'est juste que je suis un peu stressé dans la vie. Ok, bon je vous remercie. Ah, très bien. Ah, là-bas aussi, au pire. Ça propose des uppackers sur macOS, des certificats ou je sais pas pourquoi. Pardon? Les uppackers sur macOS, ouais. J'ai vu des trucs comme quoi ils utilisaient des certificats ou des clés pour unpacker le binaire. Ouais. Comment est-ce qu'ils font pour actualiser les clés pour signer le mot binaire? Mais ta clé elle est dans ton binaire, ou alors il a une connexion internet qui va le chercher. C'est ma question. Ah, à mon avis, soit la clé, en fait, je vais d'abord passer sur l'exemple. En fait, comment ça marchait sur les jeux, à peu près quand il y avait des CD. C'est en fait, on générait des problèmes sur le lecteur CD pour pouvoir générer une clé ou aller la chercher à un certain endroit, et c'est comme ça qu'il déchiffrait. Donc voilà, bref. Donc à mon avis là c'est la même technique. Je pense que les clés sont dans des binaires, soit dans le binaire, ce qui serait débile. Et à mon avis ça serait plus, il va le chercher sur un serveur, le rapatrier et utiliser cette clé. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, à peu près. Ok. Non, en fait macOS je connais très mal, mais je serais curieux de connaître le packer dont tu me parles. Ok, d'accord. Ok. Monsieur PM, vous avez une question? Oui, c'était par rapport quand tu parlais des analyses. Oui. Il me semble que toi la manière dont tu t'en sors, c'est finalement essayer de prendre d'exécuter tout le code pour connaître toutes les résolutions des jumps. En fait, voilà, je construis une table je vais brute forcer toutes les combinaisons de iflags. Et regarder le comportement du père, comment le père va faire réagir mon fils. Donc tu fais de l'analyse dynamique. En statique, j'ai voulu étudier, c'est dans Armadillo, et le code est complètement dégueulasse, et je me suis perdu dans de la crypto qui est au sein de ce truc, et voilà. Okay. Une autre question?
Bah merci.